Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. L'ancien président des États-Unis Barack Obama, associé à sa femme Michelle, s'est tourné vers la production audiovisuelle. Le documentaire American Factory, l'usine américaine en français, première acquisition de leur nouvelle société, a attiré bien sûr l'attention du monde entier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près à ce documentaire et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement au Conseil des affaires d'État. Bonjour. Bonjour. Ce documentaire raconte l'histoire d'une usine située dans la banlieue de Downton, en Ohio aux États-Unis, après son rachat par le groupe chinois Fuyao, l'un des plus grands fabricants de verre dans le monde. Ce film est un témoignage passionnant sur les différences culturelles et les effets de la mondialisation. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? Je pense que ce film est très bien, parce que c'est un film qui montre un peu que l'investissement chinois aux États-Unis se heurte à une espèce de choc de civilisation. En fait, il est paradoxal que quand les présidents des États-Unis, à commencer par Barack Obama et maintenant par Donald Trump, commencent à prêcher pour la réindustrialisation. Mais il faut tout de même compter sur l'investissement chinois pour relancer l'industrie aux États-Unis. Dans ce film, le groupe Fuyao est un bon exemple d'une entreprise chinoise qui a réussi à résoudre tous les problèmes de différences culturelles et à finalement s'installer aux États-Unis. Mais pensez-vous qu'il est représentatif d'une entreprise chinoise? Il est représentatif de ces difficultés qu'une entreprise chinoise pourrait rencontrer dans l'investissement aux États-Unis en particulier. Mais il y a des leçons à tirer pour les entreprises chinoises quand elles veulent aller à l'étranger, investir dans d'autres marchés du monde. Et c'est une expérience importante à apprendre parce que il faut tenir compte du fait que l'investissement dans un autre pays n'est pas comme celui en Chine. Il y a des différences culturelles, il y a des habitudes qui ne sont pas... Et la population locale aura du mal à comprendre l'esprit, la mentalité des Chinois ou de la production chinoise. C'est quelque chose de très important. Mais il y a autre chose, parce que Fuyao a mis du temps et des efforts pour s'adapter petit à petit à la situation actuelle. Mais les ouvriers américains ont mis du temps aussi pour comprendre l'importance de l'investissement Fuyao et les exigences de la part d'une entreprise chinoise pour s'adapter à la nouvelle réalité. Et tout cela n'est pas montré dans un schéma noir et blanc, mais dans un schéma plutôt compliqué et complexe, qui montre que finalement, nous avions du mal à comprendre, à la réaliser, parce que nous étions tous limités par un schéma de pensée un peu dichotomique, ou dû à raison, ou dû à tort, mais en fait, la réalité est beaucoup plus compliquée et complexe. Et les différences des cultures d'entreprise sont au centre de ce documentaire. D'après vous, quelle est l'origine des différences culturelles des entreprises des deux pays? Pouvez-vous nous expliquer plus en détail les deux différentes cultures d'entreprise? Dans le film, parce qu'il n'est pas sûr que l'entreprise américaine toujours fonctionne de la même manière, mais en général. Dans ce film, le film a essayé de montrer les difficultés que Fuyao, donc cette entreprise chinoise, a rencontrées à Dayton. Donc, il faut comprendre que Dayton a été une ville prospère lorsque l'industrie automobile battait son plein. Lorsque l'industrie automobile était le pilier de l'économie américaine et les voitures fonctionnaient bien. Et puis, à un moment donné, les voitures américaines n'ont plus leur marché et l'industrie automobile est atteinte à une certaine maturité. Et puis, il y a d'autres facteurs de concurrence, le modèle de voiture n'est plus adapté, etc. Donc, cette ville est en déclin.
Et c'est à ce moment-là que le gouverneur de cet État a voulu accueillir l'entreprise chinoise. L'entreprise chinoise et aussi Fuyao n'est pas seulement un producteur le plus important de verre, de verrerie, mais Fuyao est aussi le plus grand producteur de verre pour les automobiles. Pour les automobiles. Et là, Fuyao a fait beaucoup d'innovations. Fuyao a entrepris à la recherche et au développement. Et Fuyao a réussi à développer des verres très sophistiqués pour les voitures. Le pare-brise, par exemple, de Fuyao arrive à faire disparaître la pluie rapidement. Donc, lorsque vous allez rencontrer une pluie torrentielle, etc., avec une voiture au pare-brise de Fuyao, donc ça sera très vite passé. Tandis que les autres voitures auraient des cols sur le pare-brise, sur le verre. Là Fuyao a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Dans la culture de Fuyao, il faut travailler, il faut toujours élever la productivité, il faut toujours penser à créer des choses avec des innovations. Tandis que dans la culture américaine, surtout dans cette population, à la ville de Dayton, etc., les ouvriers insistaient beaucoup sur le droit des syndicats, le droit de protection du travail, le droit, etc., etc. Et l'esprit des deux communautés n'était pas très harmonieux. Il y avait des contradictions entre les gestionnaires de Fuyao, qui insistait beaucoup sur l'adaptabilité à la nouvelle production de la force de travail, alors que la force du travail locale insiste beaucoup sur le droit de protection du travail. Donc, Fuyao voulait répondre à l'appel de marché. Donc, quand il y a beaucoup plus de produits, ils veulent que les travailleurs travaillent un peu plus, même en moyennant un paiement plus élevé, plus important, mais la force de travail ne voulait pas accepter ce genre de choses. Il y a un clash de culture, de civilisation. Et je pense que les Américains ont du mal, les travailleurs américains ont du mal à comprendre pourquoi les Chinois sont aussi travailleurs. En fait, c'est une culture ordinaire. Pour certaines entreprises, ils ont créé le système de 9-9-6, c'est-à-dire de travailler à partir de 9 h jusqu'à 9 h du soir et 6 jours par semaine. Il faut comprendre que finalement, aux États-Unis, il y avait aussi une évolution de mode de vie, une évolution de la mentalité aussi. À un moment donné, les Américains n'étaient pas comme ça. Les Américains étaient aussi très compétitifs et très durs au travail. Ils avaient même une habitude d'appeler les Américains des workaholics, c'est-à-dire ils sont drogués au travail. Ils sont drogués au travail. Cela veut dire tout simplement qu'ils aiment le travail tellement qu'ils ne pensent qu'au travail. Des choses qui sont en dehors du travail ne comptent plus tellement pour leur vie. C'était les Américains dans les années 60, 70, même 80, etc. À l'époque, lorsqu'on enseignait l'histoire contemporaine des États-Unis, il y avait une période où les Américains pensaient beaucoup à ce genre de choses. Maintenant, bien sûr, le temps a évolué, le temps a évolué et les Américains ne pensent plus à ça. Mais c'est probablement aussi l'origine des clans de ces villes. Parce qu'ils n'ont plus cet esprit de concurrence avec les autres pays, etc. Ils pensent que les Américains étaient toujours les plus compétitifs, etc. Ils se sont contentés de leur vie habituelle. Ils ne pensent plus au progrès, à l'évolution, à l'adaptabilité à la réalité nouvelle. Et ce qui fait que maintenant, les villes industrielles américaines, qui étaient, disons, à un moment donné, la gloire de la civilisation américaine, maintenant sont tombées en déclin.
C'était le cas de Dayton. Donc il ne faut pas seulement que l'investissement étranger aide les travailleurs américains à retrouver leur espoir de vie, en fait. C'est leur espoir de vie, parce que c'est une ville pratiquement morte. Et l'investissement en Fuyao a aidé cette ville à retrouver de l'espoir. Et c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas que ça. En dehors de ça, il faut que la population américaine apprenne à voir la réalité en face et de prendre le courage de faire face à cette réalité. Parce que, regardez bien ce qui se passe aux États-Unis. Sans ces investissements industriels, etc., les États-Unis étaient hantés par la drogue, par exemple. La drogue, le taux d'absorption de drogue aux États-Unis je dirais, est effrayant. Parce que, d'après les statistiques, la population américaine ne représente que 5% de notre planète. Et pourtant, le taux de consommation de drogue représente 60%. Plus que la moitié de la drogue du monde a été absorbée par 5% de cette population mondiale. Cela montre une certaine angoisse de cette population. Et cette angoisse de cette population est due, à mon sens, à une grande partie à ce déclin industriel. Une autre source de conflit qui apparaît dans le documentaire est l'introduction des syndicats au sein de l'entreprise. D'après vous, quel rôle jouent les syndicats dans les entreprises américaines? C'est ça, les syndicats ils veulent, soi-disant, défendre les droits de travail, les droits des travailleurs, et ils insistent beaucoup là-dessus, alors que pour Fuyao, il n'y a pas que ça, il y a autre chose, il y a l'élévation du niveau des travailleurs, il y a le renforcement des capacités des travailleurs, etc., qui sont en fait, dans le cas de film, négligés par les syndicats. Avec le développement de l'économie chinoise, beaucoup d'entreprises choisissent de s'implanter à l'étranger. Comment ils peuvent gérer les problèmes engendrés par ce genre de fusion? Oh, Non seulement aux États-Unis, il y a d'autres régions comme par exemple en Afrique, il y a aussi des différences culturelles. Bien sûr, il y a des différences culturelles. En Afrique, les problèmes sont différents. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, ce sont des problèmes complètement différents. En Afrique, en fait, c'est un apprentissage. Il faut apprendre aux Africains, aux travailleurs africains, à pouvoir se familiariser avec la culture industrielle. Parce qu'avant l'implantation des entreprises chinoises industrielles en Afrique, ils n'ont pas l'idée de l'industrialisation, ils n'ont pas l'idée de l'industrie. Pour ce qui est essentiel pour une industrie, c'est un travail de routine, mais un travail régulier. L'heure de travail, etc., une continuité de travail, etc. Les Africains n'ont pas cette notion-là. Ils viennent travailler pour gagner de l'argent, et s'ils ont un peu d'argent, ils vont consommer. Ils vont prendre le plaisir d'aller consommer sans venir travailler. Vous n'avez pas même une main-d'œuvre stable pour la production industrielle. Et à ce moment-là, il faut leur apprendre à respecter les horaires du travail, etc. Et ce n'est pas aussi facile qu'on peut imaginer. Et il y a ça, mais en Europe, il y a une sorte de culture, de civilisation, parce que les Européennes aussi ont leur notion. À la fois pour leur notion de propriété, de droit intellectuel, et de protection du travail, des travailleurs, etc. Mais aussi, il y a d'autres choses. Donc, dans ce cas, l'investissement chinois en Europe rencontre d'autres difficultés. On a le sentiment, en voyant ce documentaire, qu'il montre le vrai visage de la mondialisation.
D'après vous, quelle influence la mondialisation a-t-elle sur le développement des entreprises? En fait, la mondialisation est causée par les entreprises. Parce que la mondialisation, les gouvernements ne sont pas maîtres de la mondialisation. La mondialisation disons, est proposée, poussée par les entreprises. Le gouvernement ne fait que relâcher ou ne fait que libéraliser le marché pour que les entreprises viennent, etc. Les entreprises deviennent le véritable maître du processus de production industrielle globalisé. Mais cela a produit des effets négatifs. Parce que lorsque le gouvernement est écarté du jeu, les entreprises deviennent maîtres de cela, il y a toujours un risque. Donc il faut coordonner les deux choses. Il faut que le gouvernement prenne les mesures de coordination du travail, de l'installation des entreprises, etc., etc. Dans ce cas-là, le travail du gouvernement pour le contrôle macroéconomique, mais pour aussi le contrôle de la disposition des entreprises, etc., est essentiel. Mais là, je pense que les Américains, voire même les Occidentaux, y compris les Européennes, sont un peu plongés dans un piège du dogmatisme. Ils pensent qu'il faudrait laisser tout au marché. L'intervention est mal. L'intervention du gouvernement est un péché éternel. Il faut écarter carrément le gouvernement du marché. Mais finalement, on sait très bien que lorsqu'on a écarté le gouvernement du marché, eh bien, souvent, les entreprises deviennent le maître du jeu et les entreprises ne contrôlent pas toute la situation. Et ça aboutit à des surcapacités de production, à des surabondances de production, etc. Mais finalement, cette surcapacité de production aboutit à des crises financières. Ce documentaire se concentre sur l'industrie manufacturière. C'est un thème essentiel de Donald Trump qui a promis de ramener les usines aux États-Unis. D'après vous, quelle est la situation actuelle de l'industrie manufacturière américaine? Je pense que si l'économie américaine a connu une période de désindustrialisation, ce n'est pas un hasard. Parce que beaucoup de facteurs ont contribué à ce processus de désindustrialisation. D'abord, parce que si le marché financier est devenu trop important, si le secteur financier est devenu tellement puissant que finalement les autres secteurs ne pourraient plus concurrencer avec le secteur financier, eh bien, la situation est que le secteur financier a réussi à attirer toutes les élites intellectuelles. Et ce qui fait que lorsque votre secteur manufacturier de l'industrie n'a plus la capacité d'attirer les meilleures élites, les meilleurs ingénieurs par exemple, eh bien, votre industrie va vers le déclin, nécessairement. C'était le cas aux États-Unis. Depuis les années 90, il n'en manque pas de bonnes écoles d'ingénieurs aux États-Unis, MIT, Massachusetts Institute of Technology, est la meilleure école de formation des ingénieurs dans le monde. Mais si vous regardez les diplômés de MIT dans le monde, les meilleurs MIT ont été drainés, attirés par Wall Street. Parce que Wall Street a besoin de ces ingénieurs pour faire toutes sortes de formules, pour attirer les investisseurs. Des formules, disons, capables de se préparer contre les risques financiers. En fait, on sait très bien que lorsque la crise de 2008 est arrivée, aucune agence financière, aucune institution financière américaine n'avait prévu ça, ou n'avait pris des mesures pour se préparer contre ce genre de crise. Donc, toutes les formules inventées pour se préparer contre les risques financiers
ont été trouvés comme nuls et non avenus. Donc, ce qui montre que finalement, c'est un gaspillage total de ces intelligences intellectuelles, de ces ingénieurs créés par cela. Si bien que, à un moment, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, lorsque Barack Obama était encore président, il a eu un déjeuner de travail sur la côte ouest, parce que c'est là, la Silicon Valley, etc., avec des technologies de demain, avec beaucoup d'entreprises de technologie. Donc, il a eu un déjeuner de travail avec les chefs d'entreprise de ces technologies. Et bien sûr, il y a à l'époque Steve Jobs, donc le fondateur et le créateur, le CEO à l'époque de Apple, était encore en vie. Puis, le président Obama lui a posé la question: pourquoi faites-vous produire tous vos produits en Chine et non pas aux États-Unis? Parce que on sait très bien que la plupart des produits d'Apple sont produits en Chine, ils sont conçus aux États-Unis, mais la production est réalisée en Chine. Et Steve Jobs lui réplique que finalement, je ne peux pas, parce que à Shenzhen et d'autres endroits en Chine, sur la chaîne de production, j'ai 4000 ingénieurs qui travaillent jour et nuit sur le premier front de la chaîne de production pour assurer la sécurité du travail, pour résoudre tous les problèmes, parce que sur la chaîne de production, il y a toujours de temps en temps des problèmes qui surgissent, et les ingénieurs sont là pour résoudre tous les problèmes. Et il dit qu'aux États-Unis, il n'en trouve pas. Le président Obama lui dit: je vais vous trouver ces 4000 ingénieurs pour résoudre ce problème. Puis, depuis le temps, il n'a jamais réussi à trouver ces ingénieurs. Aussi longtemps que Wall Street reste attractif pour attirer les meilleurs diplômés des écoles d'ingénieurs aux États-Unis, ils n'auront jamais d'ingénieurs pour faire revivre l'industrie aux États-Unis. Dans le même temps que les États-Unis cherchent à revitaliser leur industrie manufacturière, la Chine déploie des moyens importants pour devenir une grande puissance. Comment se porte actuellement l'industrie manufacturière chinoise? L'industrie manufacturière chinoise a fait beaucoup de progrès dans tous les domaines. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance manufacturière du monde. L'année dernière, en 2018, la production industrielle, la production manufacturière chinoise est plus large que la production industrielle américaine, japonaise et allemande réunies. On sait très bien que les États-Unis est une grande puissance manufacturière. Le Japon est une grande puissance manufacturière. L'Allemagne est une grande puissance manufacturière. Et la production manufacturière chinoise, l'année dernière, dépasse la combinaison des trois économies. Cela veut dire que la Chine est vraiment la plus grande puissance manufacturière de ce monde, qui explique un peu tout le progrès que la Chine a réalisé en 40 ans seulement. Parce qu'au moment de la réforme et de l'ouverture, la Chine était incapable de produire des grands équipements de production industrielle moderne. La Chine devait importer ces équipements de l'extérieur. Et aujourd'hui, la Chine est devenue premier exportateur de ces équipements industriels. Ces équipements industriels sont exportés non pas seulement vers les pays en développement, mais aussi vers des pays, on dit, développés, vers les États-Unis, vers l'Europe, vers le Japon. Pour devenir en 40 ans l'atelier du monde, la Chine s'est d'abord appuyée sur son dividende démographique. Mais à la fin du film, le thème de l'automatisation est abordé et ses effets sur les revenus des travailleurs. Si les robots remplacent les travailleurs, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que la Chine va perdre sa position actuelle? Oh non, oh non. Fuyao est une société chinoise installée aux États-Unis. C'est Fuyao qui fait installer des robots industriels dans l'entreprise, dans l'usine, etc. Mais je pense qu'il est un peu exagéré
que les robots puissent remplacer tous les travailleurs, etc. En fait, les robots industriels servent à réduire l'intensité du travail des travailleurs manuels. En plus, les robots sont des outils importants. Ça permet de réaliser un travail précis, plus efficace, plus standardisé. En fait, il y a beaucoup moins de défauts avec des robots industriels qu'avec de la main-d'œuvre. Donc, c'est pour élever l'efficacité, la capacité ou la performance de la production industrielle, il serait nécessaire d'introduire des robots. Mais les robots sont manipulés par les hommes. Les robots sont manipulés par les hommes, donc ça réduit l'intensité du travail des travailleurs, ça permet aux travailleurs d'améliorer leur capacité. Mais pour cela, il faut que les travailleurs s'adaptent. Il faut que les travailleurs apprennent continuellement les nouvelles techniques pour la production. Et ça, il paraît qu'on adapte souvent un schéma dichotomique de la chose, disant que les robots sont là pour remplacer les ouvriers, mais finalement, il faut penser qu'à l'époque, même les marteaux et les machines sont là aussi pour remplacer les ouvriers. Mais ça a toujours servi à améliorer le travail des ouvriers, des hommes. Le travail des hommes ont été approuvés avec l'invention des outils, avec l'invention des machines et aujourd'hui avec l'invention des robots industriels. La Chine aujourd'hui est devenue le plus grand producteur de robots industriels, mais aussi le plus grand utilisateur de robots industriels. La Chine produit des millions et millions de robots tous les ans et vous avez quelques villes dans le delta de la rivière de Perle. Donc dans le Guangdong, dans la province du Guangdong, vous avez des bases de production de robots industriels très importantes. C'est très important. Il faut que la Chine ou les entreprises chinoises investissent plus dans la recherche et le développement pour essayer de créer des robots industriels de plus en plus intelligents, de plus en plus capables de faire des choses à la place des hommes, au service de l'homme aussi. Que pensez-vous de la décision de Barack Obama de se tourner vers la production audiovisuelle? Pourquoi son premier film se concentre sur la Chine? Mais non, c'est parce que je pense que Barack Obama a une vision correcte des choses. C'est-à-dire que la réalité est grise. La réalité, ni noir ni blanc. Il faudrait connaître un peu la situation. L'investissement chinois à Dayton, donc dans une ville en déclin, montre que finalement la Chine, qui est supposée socialiste, est en train de sauver l'Amérique capitaliste. Donc, mais le film est en train de montrer que finalement les méthodes utilisées par Fu Yao dans la ville, dans l'entreprise, est censée, dans l'ancien schéma, est censée capitaliste. Alors les syndicats américains qui utilisent des moyens pour essayer en fait, d'une certaine manière, de lutter contre la gestion de Fu Yao, etc., sont considérés comme socialistes. Si Fu Yao peut apporter du travail, de revenus à ses travailleurs, et force ces travailleurs à faire des progrès dans leur acquisition de savoir, dans leur acquisition de know-how, de savoir-faire, eh bien, il serait difficile de les qualifier capitalistes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. À la prochaine.